Voilà, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir, bienvenue sur la rubrique L'invité du soir et toutes nos excuses pour ce léger retard que nous avons eu dans le démarrage de la rubrique. Mais nous y sommes enfin, mesdames et messieurs. Le jeudi 13 mai dernier, les députés de la 9e législature ont adopté la loi numéro 2025-9 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Et comme on devrait s'y attendre, nous assistons depuis quelques jours à des contestations. Ces contestations sont-elles justifiées? Ces revendications? Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, que nous recevons dans quelques instants, nous apportera ici ses analyses. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci et toutes nos excuses pour ce léger retard. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Théodule, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je voulais juste ajouter qu'un retard est un retard. Et il est léger, il est grand, un retard est un retard. Voilà. D'accord. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Le comité qui a élaboré ce cadre sous la supervision du gouvernement a tenu véritablement compte de plusieurs revendications. Mais aujourd'hui, après le vote de la loi, des contestations subsistent avec ce balai de roi qui défile dans les bureaux du président de l'Assemblée nationale. Agapit Napoléon Maforican, dites-nous, ces contestations sont-elles justifiées ou fondées? C'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Oui, Théodule, nous avons déjà eu à parler de cette question, à revenir là-dessus. Oui. Nous avons eu la chance d'écouter, de suivre le président de la commission des lois, et qui est revenu largement là-dessus, sur le mode opératoire. Mais tout ça ne calme pas nécessairement les ardeurs, hein, même si beaucoup font preuve d'élégance, parce que ce n'est pas bruyamment. Il y en a qui vont se faire recevoir par le président de l'Assemblée nationale, il y en a qui ont adressé des recours à l'Assemblée qui les a renvoyés à la commission. Donc, il est évident que pour ce genre de choses, c'est normal que tout le monde veuille se voir au soleil. C'est normal que tout le monde veuille être au piédestal le plus élevé possible pour pouvoir avoir voix au chapitre. Donc, ces contestations sont compréhensibles dans le principe. Après qu'on n'aille pas plus loin. Donc voilà. Mais pour l'éclairage de l'opinion publique, il est important de revenir de point de vue pédagogique, donc de se répéter, de revenir là-dessus, parce que c'est un élément déterminant, un élément essentiel, donc du rôle, enfin, des mutations politiques que nous connaissons, en introduisant la reconnaissance des chefs traditionnels et en réglementant leur activité. Le Bénin a passé un nouveau cap dans sa gouvernance, de son rapprochement avec la population, dans la prise en compte de notre environnement, de notre sociologie, de notre culture. Donc du coup, on ne peut pas laisser ces aspects en l'air, il faut faire de la pédagogie autour. Le président de l'Assemblée nationale, à travers le président de la commission des lois, donc l'Assemblée nationale a fait sa part donc, de pédagogie, ils vont le faire sans doute comme ils savent le faire. Nous, en tant que médias, il est évident que c'est notre devoir également donc de revenir sur ces questions dès qu'il y a une nouveauté. Une nouveauté, c'est un peu les réponses de la Commission à un certain nombre de revendications. Et ces réponses sont sans commentaire. Ces réponses clarifient et montrent la rigueur scientifique. Et je m'amusais en disant la rigueur historiquement scientifique, parce que, oui, le document produit par la commission est un document, en tout cas, que j'ai pu, qui a pu circuler, en tout cas, que j'ai pu lire, m'a permis de comprendre que c'est une rigueur historiquement scientifique, c'est-à-dire qu'ils sont tenus compte d'un certain nombre d'approches, ils ne sont pas enfermés, ils ont lu, ils ont collationné, donc ils ont fait ce qu'on appelle de la doctrine, ils ont fait ce qu'on appelle de la coutume, ils ont fait des jurisprudences, pas trop, mais ils ont fait de la littérature, donc ils ont regroupé la documentation, recherche documentaire, ils sont appuyés sur des écrits, ils sont appuyés sur des pratiques, ils sont appuyés sur des faits, ils sont appuyés sur l'histoire. Et ça, c'est imparable, cette trêve de revendication. On peut dire que ce travail est un travail scientifique, scientifiquement soutenable. Je prends par exemple, parce que nous l'évoquions ici, je prends par exemple Karim Maman. Mais le document a démontré avec force détail comment progressivement Karim Maman ne peut pas prétendre aujourd'hui au statut de royaume. C'était aussi clair que ça. Donc,
je reviens sur ça parce que on peut parler de Ouida également. Ouida et sa vie. Donc, il y a, les gens peuvent parler du royaume de Ouida. Ils ont estimé que ils ont démontré l'historicité d'une chefferie comme celle de sa vie, contrairement à Ouida, qui est un fort et qui a son histoire beaucoup plus dans la vente des esclaves et son lien avec Abomey, le royaume de Dahomey. Donc, il y a un certain nombre d'effets historiques sur lesquels ils sont basés et qui ont permis, par exemple, de régler ces questions-là. Je pêle-mêle, on a parlé de Karim Maman, on peut parler de Kandi, on peut parler de Barikwara, on peut parler donc du palais de Tofa à Porto-Novo, on peut parler d'Atiémé, on peut parler donc de revendications Nago côté Idacha, par exemple. Donc, bref, il y a assez de repères historiques soutenables, solides, et qui mérite quand même qu'on puisse revenir là-dessus et peut-être confronter avec les données, parce que comme c'est un débat scientifique, il faut que d'autres aient des documents meilleurs que ceux que la commission a. Or, la commission semble avoir suffisamment creusé. La commission semble avoir passé, quand vous lisez sur les arguments, sur comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de Karim Maman, je vais vous parler de Peonko. De Peonko, par exemple, parce que Peonko, il était question de savoir si non, c'est Ouassa. Donc, est-ce que c'est Peonko ou bien c'est un autre nom? Il y a ces deux dénominations selon la primauté de l'une sur l'autre. Nous connaissions Ouassa Peonko, on le dit. C'est une commune. Mais en termes de chefferie, ça a changé de nom. C'est pas le Peonko, c'est le deuxième fils. Ils ont dit, le premier, lui, c'est une autre religion. C'est un autre nom que je ne garde pas parce que je n'ai pas les documents sous la main. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont préféré rester collés à l'histoire. Suprématie de l'aîné sur l'autre. Et donc, au lieu de dire Ouassa, Peonko, ils ont préféré Ouassa. Très bien. Mais ce faisant, avec les contestations, est-ce qu'a dit que certaines personnes fait-elles tricher avec l'histoire? Non, c'est pas une tricherie. C'est pas nécessairement une tricherie. Oui. Faut pas qu'on... Non, je pense que, vous voyez, avec le temps, on a fini par croire que c'est normal. Il faut vous dire que les hommes politiques ont pris par là. Oui. Vous voyez, la politisation de la chefferie, pendant longtemps, en tout cas, depuis le renouveau démocratique, ça fait 35 ans, a finalement créé certaines nombre d'habitudes. Aussi, la centralisation. Vous voyez, une ville comme Parakou, on ne comprend pas, on ne comprendrait pas, on ne soutiendrait pas, on ne s'estimerait pas, on n'imaginerait pas que Parakou ne fût pas un royaume de plein droit, par exemple. Or, il est évident que Parakou, quand vous remontez à l'histoire telle que c'est compté, tout comme Kandi, n'ont eu leur envergure d'aujourd'hui que par leur position de carrefour, que par l'installation de l'administration coloniale qui a permis leur éclosion. Mais du point de vue historique, il y a mieux que Parakou. Du point de vue Nago, c'est Savé. Ouais, non. Du point de vue Nago, c'est Savé. Et du point de vue Batom, c'est Kika. Voilà. Donc, vous comprenez que, en clair, l'habitant de Parakou ne comprend pas. Et puisque sur des décennies, on a laissé filtrer l'histoire du royaume de Parakou, même avant le renouveau démocratique, il y avait des chefs supérieurs. Donc, on s'est laissé croire que, bon, Parakou était un royaume de plein droit. Donc, il a fallu les histoires, il a fallu qu'il y ait ces documents, il y ait ces, disons, ces recherches, ces recoupements, pour qu'on en arrive. Regardez une ville comme Savi, un arrondissement comme Savi, par rapport à Ouida. Alors on ne comprend pas que Ouida ne fut pas un royaume, parce que quand même Ouida, c'est Gléré. Alors donc le Gléré nous estime que mais ils ont le droit d'être, comme si c'était un effet de mode. Non, ce n'est pas, c'est ancré dans les habitudes, c'est logique. Et la politique a permis à s'être impliqué de telle sorte que chacun a créé son royaume. Finalement, des rois ont nommé d'autres rois. Et donc, des rois ont créé des royaumes, ceux dont ils n'avaient pas le droit. Alors donc, du coup, en demandant à la commission de remonter à l'histoire et de s'en tenir à la situation ante-colonisation,
on s'est retrouvé simplement à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que on est revenu à la réalité des choses, de la colonisation. Au moment où le blanc a pénétré sur les royaumes qui constituent aujourd'hui le Bénin, sur les terres qui constituent aujourd'hui le Bénin, beaucoup ont changé, et de nom, et de dénomination, enfin, et de dénomination, et de forme. Et de forme. Quand vous regardez Djougou, le nom qui est dans le document n'est pas Djougou, par exemple. Et pourtant, c'est Kilir. C'est Kilir, voilà, ouais, donc c'est Kilir. Alors, et on a démontré comment c'est devenu Kilir. C'est Kilir. Et donc, c'est pas Djougou. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde aimerait avoir le royaume de Djougou. Oui. Voilà. Donc, la commission a démontré que c'est plutôt Kilir. Et a montré l'évolution, la démographie, l'histoire, les peuplades, c'est comment le peuplement s'est fait, les liaisons, les alliances qui ont créé des situations. Tout ça a montré. Donc, les mutations, les installations, les mutations, un certain nombre donc de situations, les décisions coloniales aussi. Oui, parce qu'il y a eu des traités, il y a eu tous ces documents. Alors donc tout ça fait que on a cru que tel endroit peut être meilleur que tel autre peut être meilleur que tel autre. Non, je pense que il y en a qui sont chefs supérieurs. Oui. Et souhaitent bien être royaume. On a démontré que non, ils n'ont pas ce statut-là. Ils ne peuvent pas prétendre à ça. Ouais, donc c'est cela. Non, on va pas jeter la pierre à ceux qui revendiquent. C'est logique. Vous savez, je l'ai dit sur un autre plateau, la décentralisation a eu le mérite de ne pas ouvrir la boîte à Pandore de redécoupage territorial. Ça aurait été courageux de le faire, mais c'est risqué. Parce que aujourd'hui, nous partageons une administration territoriale, qui date de 78, nos communes. Or, le découpage de 78 a laissé tellement de frustration. Aujourd'hui, dans le document de la commission, vous allez voir les zones Nago. Par exemple, les royaumes Nago, ça a démontré carrément que Ifanyi n'a jamais été ni chefferie supérieure. Ça a été démontré dans le document. Or, tout le monde voulait bien que Ifanyi fut un royaume, puis peut-être Adjawara le fut. Or, quand vous regardez un Adjawara, un Ikpile, un Adjawara, je parle simplement de l'administration territoriale. Évidemment, au moment où on créait les communes, Ikpile aspirait mieux à être un district à l'époque que Adjawara, mais Adjawara a été politiquement créé. Et beaucoup de communes ont été politiquement créées de cette manière-là, en mélangeant certaines ethnies et certains groupes sociaux et culturels qui ont créé, bon, évidemment, dès que la révolution, ils ne pouvaient pas revendiquer. Et lorsqu'on a ouvert la boîte à Pandore de la décentralisation, les gens ont voulu réagir. La décentralisation a préféré que nous gardions les 77 communes telles que hérité du PPB. Alors, on a pu découper les provinces, les départements. Mais vous avez vu ce qui s'est passé de 98 à 2016, les va-et-vient, les études contre études que Yahibouni a fait faire. Et lorsque la commission, par exemple, par rapport à la décentralisation, la commission, comment elle s'appelle, de l'ancien ministre, qui a fait un travail là, donc, de la décentralisation. Donc, il a fait un travail technique pour le président Yahi, mais ça a donné lieu à tellement de réactions, rien que sur le redécoupage, du coup, administratif. Et donc, parce que Yahi voulait voir si on peut redécouper, changer les communes, et même les départements, mais ça n'a pas fonctionné. Quand le président Talon est arrivé, il s'est contenté juste de redéployer, enfin non, de nommer les chefs-lieux des départements, tels que la loi de la décentralisation de 97 avait créé. Donc les départements de 97, par les lois de la décentralisation, le président Talon a nommé les chefs-lieux. Et aujourd'hui, c'est ça que nous avons. Donc, de 98, il a fallu attendre 2016 pour qu'on puisse avoir les chefs-lieux des départements. Les gens marchaient, Dassa veut, pour les collines, Dassa veut, Save veut, Glasgow veut, et Savalou veut, Banté veut. Rien que pour les chefs-lieux des collines. Et vous vous rappelez. Donc, vous prenez un chef-lieu, tout le monde veut être pour l'Atlantique, Calavi, Alada, Tori, Ouida, tout ce monde-là voulait. Et il a fallu que le président Talon arrive pour trancher dans le vif. Donc, vous voyez, ces questions ne sont pas faciles. Ces questions ne sont jamais faciles. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter la pierre
à ceux qui revendiquent, s'ils le font dans les conditions normales, s'ils le font dans les règles de l'art, c'est de leur droit le plus absolu. Et les recherches vont se poursuivre sans doute pour que là où une correction doit avoir lieu, il y ait lieu. Moi, je voudrais saluer vraiment cette commission. J'avoue que en lisant le rapport, je suis satisfait en tant que chercheur, en tant que, disons, analyste, journaliste. Je suis suffisamment aguerri parce que j'ai été convaincu par les argumentaires. Mais il peut y en avoir d'autres. Il peut y en avoir d'autres. Donc, du coup, il faut laisser le temps au temps. Déjà, se contenter de ce qui est là. C'est déjà mieux. C'est déjà bien qu'on ait pu faire ce grand bond. On ne l'imaginait pas il y a 10 ans. C'est déjà ça. Pourquoi ne pas en être fier et avancer tout en disant ça peut tout changer à tout moment. Rien n'est taillé dans du marbre. D'ailleurs, qu'on a dit que c'est une première monture et que cela serait perfectible. Mais l'autre point qui intéresse les gens, la population béninoise, c'est bien sûr le cadre qui est bien défini, puisque vous l'avez dit dans vos analyses tout à l'heure, que la politique a pris par là. Il y a eu certainement que la commission technique a voulu corriger certaines choses. C'est pourquoi ça a été délimité. Les rois ont des limites claires, leur impartialité, leur neutralité à ne pas du tout se mêler de la politique désormais. Enfin, est-ce qu'il y a un homme peut être neutre? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les rois ne sont pas, tant que vous êtes chef supérieur, vous êtes roi, vous êtes astreint à la réserve politique. Vous ne pouvez pas afficher votre appartenance, votre familiarité politique, politicienne. Vous êtes au-dessus de la mêlée. Vous êtes présumé au-dessus de à mobiliser, à remobiliser autour des options de l'État. Ils sont là pour accompagner les politiques étatiques, pour assurer le rapprochement, pour faire de la médiation, de l'intermédiation. Ils sont là pour créer l'harmonie, le vivre ensemble. Donc, ils ne sont pas là pour cliver, pour faire des actions clivantes. Or, ce qui crée les dissensions, c'est la politique politicienne, c'est les affaires religieuses. Et vous avez vu, le document a éjecté la question de l'émirat en disant que toute question liée à la religion n'est pas prise en compte ici. On est dans la tradition, on est dans la culture, on est dans l'organisation traditionnelle, dans l'organisation de des territoires et non dans le fait religieux. Donc, vous voyez toutes ces questions qui crée les frictions, les fixations dangereuses. Je pense que l'article qui a précisé leur attribution a été suffisamment clair. Et ça, comme je l'ai dit, c'est une grosse avancée. Avant, les rois se chamaillaient autour des options politiques. On a le roi de l'opposition, on a le roi de la majorité, on a tellement le roi de ci ou de ça. Il y a même des rois de famille. Il y a les rois de telle famille, le roi de telle famille. Bon, si à Abomey, on peut comprendre qu'il y a des familles royales liées à telle dynastie royale. Ça, c'est la particularité peut-être d'Abomey, connue. Je ne parle pas de ça, je parle des créatures, des créations. Petites entités qui sont créées de part ou d'autre. De clivanes qui viennent perturber la paix, l'environnement de paix et de cohésion sociale. Je pense que les rois ont désormais, et les chefs supérieurs ont désormais un devoir de réserve et surtout un devoir de contribution à l'érection d'un monde de paix et de vivre ensemble dans les communautés, à l'accompagnement de l'État. On n'a pas dit du gouvernement, mais de l'État dans sa politique et dans ses communications avec les populations. Et sans doute à être des intermédiateurs entre l'État central, les pouvoirs déconcentrés, décentralisés et les populations, et entre les populations et ces différents pouvoirs. Très bien. Ce qui est de toute façon intéressant aussi, c'est bien sûr que même le porte-parole du gouvernement l'a expliqué, ce n'est qu'une première monture qu'il faut accepter. Les revendications seront prises en compte avec le temps, vous l'avez dit. Non, mais déjà la première réponse de la commission montre que c'est, comme on dit, c'est un travail scientifiquement historiquement scientifique, comme je l'ai dit, qui a été fait. Tout a été fait pour que il n'y a pas eu place à l'improvisation, il n'y a pas eu place à l'impartialité, il y a eu place plutôt à l'analyse rigoureuse. Après, comme je dis, c'est au regard des faits d'aujourd'hui. Il n'y a pas place à la spéculation, il n'y a pas place à l'a priori, il n'y a pas place à la subjectivité ambiante. Par exemple, telle zone, par exemple, Abomey Calavi, par exemple. Beaucoup auraient aimé qu'il y ait le roi Abomey Calavi, ce n'était qu'un relais d'Abomey. Donc, du coup, ça ne peut pas. Vous voyez, quand c'est dit aussi clairement,
il n'y a pas de débat. L'histoire a existé, elle a expliqué. Donc, les gens m'ont dit, mais comment Bobé-Calavi, avec plus de 2 millions d'habitants, Bobé-Calavi est plus peuplé que ci, que ça. Comment ça ne peut pas être le royaume? Mais ce n'est pas une affaire de peupler, ce n'est pas une affaire de trucs, c'est une affaire simplement d'histoire. Et donc, l'histoire démontre simplement que les peuplades qu'il y a eu des mutations, il y a eu des mouvements de foule, de population, d'ici vers là-bas, et que même au niveau de la cartographie mondiale, les États que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Quand vous demandez l'Empire ottoman, c'était quoi avant? Mais très peu de personnes peuvent dire d'où ça partait et quel aspect ça prenait. Voilà. Donc il y a eu plein de logiques comme ça dans le monde. Le monde évolue. Tout évolue, rien n'est statique. Donc pour le moment, on peut déjà, comme je dis, se satisfaire de ce qui est là et poursuivre, pourquoi pas, les réflexions, poursuivre les études, poursuivre les analyses et que chaque fois qu'il y aura de nouveau, les députés sont là, pourquoi pas, pour faire le travail. Très bien. Merci à vous, Agapite Napoléon Baforécan, analyste politique. La loi sur la chefferie traditionnelle, vous en avez parlé, vous avez apporté votre analyse au regard du travail scientifique fait par le comité technique, présenté donc par la commission des lois et donc voté le jeudi 13 mars dernier par les députés. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. Oui, en terminant, je voulais juste, à l'appui que nous disons, ajouter que vous voyez, il y a des dossiers, je ne sais pas si ça de la décentralisation et de comment, à son arrivée, le président Talon a essayé de régler cette question une fois pour de bon. Vous voyez, là également, la question de la chefferie, on en parle depuis des décennies. Et là, aujourd'hui, non seulement on l'a inscrit dans la Constitution, révisée de 2019, mais on lui a donné maintenant son cadre normatif. Vous voyez, c'est ça. Plein de questions restées en suspens sont en train d'être réglées. Il faut que les populations, il faut que les autorités politiques, qui sont un peu les petites mains qui téléguident certaines réactions, par exemple, il faut qu'elles comprennent que on avance. Il y a beaucoup de choses qui avancent et qu'on ne peut pas du jour au lendemain faire du miracle. Ça ne peut qu'être au regard de l'existant. Et l'existant qui est là aujourd'hui est quand même suffisamment solide pour qu'on puisse avancer avec. Et il faut saluer le courage et la détermination du président Patrice Talon qui est venu s'impliquer, qui a réglé toutes ces questions. Absolument, je pense que ce n'est qu'à son actif. Très bien. Merci à vous, Agapite Napoléon Baforécan, consultant politique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était l'invité de ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. Le grand soir, l'actu 120 minutes continue. Suivez le contenu complet. Vous qui avez raté, suivez le reste sur l'ensemble de nos canaux digitaux, mesdames et messieurs.